Et donc là, on va aller, comme certains disent, un peu plus loin avec l'éthique, puisque Sophie va nous parler de la prise en main de la question des droits de l'homme chez Total et nous présenter en premier lieu l'activité de Total pour qu'on comprenne bien pour quelles raisons c'est une question essentielle pour cette société. Merci Maria. Alors effectivement, l'approche que je vais vous présenter n'est pas purement une approche compliance, puisqu'aujourd'hui, les risques droits de l'homme, aujourd'hui et même, je pense, ultérieurement, ne pourront pas être gérés uniquement par une approche purement compliance. Alors déjà, quand on voit le titre de l'intervention, cartographie des risques tiers, la première question à se poser, c'est quand on parle des risques tiers, est-ce que ce sont les risques causés par les tiers, par exemple les partenaires de l'entreprise ou les fournisseurs, ou est-ce qu'on parle des risques pour les tiers des activités de l'entreprise? Et alors ce que je vais vous expliquer dans la présentation qui vient, c'est qu'il faut prendre en compte évidemment ces deux sujets avec un focus en particulier sur les risques pour les tiers, qui n'est pas quelque chose d'habituel pour les juristes comme approche. Deuxième chose, je suis donc juriste au sein de la direction conformité et responsabilité sociétale, qui est basée au sein de la direction juridique groupe de Total. Mais on a également un double rattachement, c'est-à-dire qu'on est rattaché à une direction qui s'appelle engagement avec la société civile, qui montre bien que le sujet des droits de l'homme est à la croisée entre deux chemins, entre du juridique et du sociétal, de la RSE, comme on aime en parler, même si j'aime pas trop l'acronyme parce qu'on ne sait pas trop ce que ça signifie. Voilà, alors très rapidement, puisque Total est un groupe qui est quand même connu par la plupart d'entre nous, mais on a des activités qui sont extrêmement variées, parfois plus variées que ce qui est connu. Donc c'est une compagnie pétrolière intégrée, c'est-à-dire qu'on est présent tout au long de la chaîne de valeur, de l'exploration et de la production du pétrole et du gaz, le trading et le shipping, c'est-à-dire qu'on transporte et qu'on vend sur les marchés internationaux, donc pas uniquement aux entités du groupe les produits bruts. Ensuite, on les transforme dans nos raffineries et on fait également de la pétrochimie et de la chimie. Et on distribue les produits finis dans les stations ou dans les magasins, par exemple les lubrifiants. Également donc le premier producteur de gaz en France, ce qui n'est pas forcément connu, et puis le second opérateur au monde en matière de production de panneaux solaires. Et on est également en train d'installer des fermes solaires un peu partout dans le monde, notamment aux Émirats arabes ou dans certaines zones, dans certains pays africains. Et puis on a une activité qui est encore moins connue, qui est le développement des énergies renouvelables, avec donc le solaire, mais également tout ce qui a trait aux biocarburants et qui sont fabriqués notamment à base de canne à sucre ou d'huile de palme. Donc ça, c'est des activités futures. On est en train de convertir notre outil industriel pour pouvoir produire ces nouveaux produits avec toutes les dimensions éthiques et notamment droits de l'homme que ça peut générer. Donc opération dans 130 pays, dont des pays très complexes et très à risque, notamment en termes de sûreté. On est présent en Libye notamment, on vient d'arrêter une partie de nos activités au Yémen vu le contexte. Néanmoins, on était encore présent jusqu'à l'année dernière. 100 000 employés partout dans le monde et puis plus de 100 000 fournisseurs directs. Donc quand on doit cartographier notre supply chain, comme ça va être bientôt le cas, ça va être extrêmement compliqué puisque déjà les 100 000 fournisseurs directs, c'est compliqué, mais alors ceux qui sont derrière, ça va être une autre paire de manches. Alors quand on parle de droits de l'homme et entreprise, de quoi s'agit-il ? Alors ces photos pour illustrer un peu les différents cas qui ont pu illustrer l'actualité ces dernières semaines ou années. Donc la principale photo qui illustre l'effondrement de l'immeuble du Rana Plaza au Bangladesh, où plus de 1000 salariés dans les ateliers ont perdu la vie. Ces personnes travaillaient de manière totalement indirecte, puis c'était des sous-traitants de grandes compagnies internationales textiles, qui n'avaient absolument pas connaissance effectivement de l'existence de ces ateliers et de l'activité qu'ils pouvaient faire pour eux. La page du Guardian, c'est la problématique des travailleurs migrants dans les pays du Golfe et notamment au Qatar, qui travaillent sur la construction des infrastructures pour la Coupe du Monde de football à venir et qui travaillent dans des conditions qui ne sont pas conformes aux conventions internationales, mais néanmoins qui peuvent être conformes aux lois locales.
La photo de gauche en bas illustre un cas qui est sorti l'année dernière concernant deux grands groupes qui sont Nestlé et Carrefour, qui en fait avaient dans leur supply chain des travailleurs, ce qu'on appelle du travail forcé, avec des personnes qui travaillaient sur les bateaux thaïlandais pour la pêche à la crevette, et c'était des Birmans qui n'étaient pas payés, qui travaillaient 7 jours sur 7, dont les papiers étaient retenus et parfois qui étaient passés par-dessus bord quand il y avait des contrôles par la marine. Et la dernière photo illustre, ce sont deux enfants qui travaillent dans les plantations d'huile de palme. C'est un sujet qui est extrêmement montant aujourd'hui et un risque émergent. On s'en préoccupe aujourd'hui du fait que nous allons nous approvisionner en huile de palme pour nos biocarburants, mais les conditions de travail dans les plantations d'huile de palme sont totalement non conformes aux conventions de l'Organisation internationale du travail, notamment sur l'âge des enfants, sur la durée du travail et la rétention des papiers administratifs. Alors, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, on va revenir à cas pratique comme on avait l'habitude de faire durant nos études, et c'est un cas qu'on utilise assez régulièrement en interne pour réfléchir et avec les juristes et avec les opérationnels sur les enjeux et la manière dont on peut aborder les sujets dans nos sociétés. Donc un salarié d'une société qui voit régulièrement dans les locaux de l'entreprise une personne qui fait le ménage et alors, elle a l'air assez jeune et elle dit avoir 15 ans, sachant que 15 ans, c'est l'âge minimum prévu par la Convention internationale de l'OIT sur le travail des enfants pour les travaux non dangereux. Donc, elle travaille ponctuellement et donc, elle vous semble jeune et vous êtes quand même sensible à la question du travail des enfants. Vous savez que ce n'est pas totalement autorisé. Et puis, il s'avère que le collègue avec qui vous en parlez vous dit également que les conditions... Ça risque d'être compliqué si on la retire de son poste de travail, puisque dans certains pays, notamment dans les pays d'Asie du Sud-Est, si on retire les enfants de leur poste de travail, ils risquent de se trouver dans des conditions encore plus compliquées pour sa santé et son intégrité physique, s'il doit continuer à travailler pour apporter des revenus pour sa famille. Et puis ce fournisseur, ce prestataire, il a également... il a des pratiques pas tout à fait en ligne puisqu'il confisque les papiers d'identité des salariés locaux. Alors il faut savoir qu'il le fait conformément à la loi locale. La loi locale lui impose de retenir les papiers d'identité, mais également il les fait travailler 7 jours sur 7 avec un salaire de moins de 1 $ par jour. Alors ça peut paraître un peu théorique et catastrophiste, mais il faut savoir que ça, c'est des cas qui sont réellement rencontrés sur le terrain dans un certain nombre de pays. Alors, vous, juriste, on vous appelle, votre collègue qui est sur le terrain vous appelle et vous demande comment il peut régler le problème. Alors, quels seraient vos premiers réflexes ? Alors, pour aller plus vite, on va voir que les 4 grands sujets, c'est le travail de la personne qui dit avoir 15 ans, la confiscation des papiers d'identité, le travail 7 jours sur 7 et le salaire d'1 $ par jour. Qu'est-ce que vous faites avec ce fournisseur ? On continue à travailler avec lui comme ça ? Aucune idée ? Bon, alors, généralement, le premier réflexe, quand on est juriste, c'est de se dire bon, je mets fin au contrat avec ce fournisseur parce que ça met à risque l'entreprise, notamment quand je fais partie d'un groupe qui s'est engagé à respecter les conventions internationales, c'est le cas de Total, et même si les règles locales ne sont pas en ligne avec les standards internationaux, ce qu'on dit à nos collègues locaux, c'est que ce n'est pas une raison pour ne pas respecter les conventions internationales. On peut travailler en Bolivie. Nous, on a des activités en Bolivie. La Bolivie a autorisé, il y a un peu plus d'1 an, le travail des enfants à partir de 10 ans dans certaines conditions. Ce n'est pas parce que c'est autorisé par la loi locale qu'on doit l'accepter au niveau de l'activité du groupe. Donc, ça, c'est un sujet. Sur le travail des enfants, si on nous autorise donc à le faire, on n'est pas complètement confortable avec cette approche. Et si on met fin au contrat avec le fournisseur, l'enfant en question va devoir se retrouver notamment sur les trottoirs pour pouvoir continuer à gagner de l'argent.
On a rencontré ce cas, nous, avec des fournisseurs, et ce qu'on a fait, c'est qu'on les a invités à échanger avec des ONG, notamment à se faire épauler par des ONG pour trouver des solutions alternatives. Donc l'idée, c'était, quand il s'agit d'un travail dangereux, c'est de retirer l'enfant du travail immédiatement, mais essayer de le faire remplacer par quelqu'un, par exemple, de sa famille, si c'est possible, qui continuera à gagner les revenus pour la famille. C'est également s'assurer, si l'enfant travaille et que les conditions ne sont pas risquées pour sa santé, qu'il continue à pouvoir accès à l'éducation, puisque le minimum qui a été fixé par l'OIT, c'est pour s'assurer que les enfants suivent une scolarité au minimum jusqu'à 15 ans, 14 ans dans certains pays. Voilà. Sur la confiscation des papiers d'identité, il y a beaucoup de pays, que ce soit en Asie du Sud-Est ou dans le Golfe, qui imposent la conservation des papiers d'identité. Donc nous, on est confrontés à ce sujet-là, et le DG de la filiale locale nous dit « Bah oui, mais moi, je suis obligé de confisquer les papiers, puisque de toute façon, la loi l'impose, et si je ne le fais pas, je vais être sanctionné. » Alors on lui dit « Certes, néanmoins, confisquer les papiers d'identité d'un travailleur migrant, c'est porter atteinte à sa liberté de circulation et c'est assimilé à du travail forcé. » Donc ce qu'on lui propose de faire, quand c'est possible, c'est de effectivement garder le papier d'identité des travailleurs, de leur fournir une copie de leur papier d'identité et surtout de donner accès à la personne à ces papiers d'identité sans justification et à tout moment, afin qu'il puisse mettre en place les démarches nécessaires, notamment s'il a besoin de rentrer dans son pays pour une raison X ou Y. Donc, ce cas était simplement pour illustrer le fait que, entre les obligations juridiques locales et les risques qu'on a à gérer, et les engagements internationaux, notamment de nos groupes, il y a quand même une réflexion à avoir et ne pas avoir une approche strictement compliance. Et ça, c'est vraiment peut-être le message clé de la présentation, c'est que l'appréhension des risques droits de l'homme n'est pas uniquement un sujet de compliance. J'aurais une question, parce que les photos qu'on a vues sur la page précédente concernent pour plusieurs des cas où il s'agissait d'une chaîne de sous-traitance, et où la grande marque occidentale connue, dont on a parlé dans les journaux, n'avait pas contracté avec par exemple, les ateliers de confection du Rana Plaza. Donc vous, comment est-ce que vous arrivez à traiter à ce jour la chaîne de sous-traitance ? C'est une excellente question, et c'est un sujet aujourd'hui sur lequel je ne peux pas vous dire qu'on est capable de garantir qu'on travaille de manière totalement conforme avec des sous-traitants qu'on ne connaît pas. Et c'est le problème aussi que pose aujourd'hui la loi sur le devoir de vigilance qui a été adoptée la semaine dernière par l'Assemblée nationale, et qui pose énormément de questions sur la mise en œuvre, qui montre bien qu'il y a une incompréhension totale de ce qu'est une chaîne d'approvisionnement pour une entreprise, qu'on a des sous-traitants indirects qu'on ne connaît absolument pas et qu'on n'est absolument pas capable aujourd'hui de mesurer les risques. Donc déjà, travailler au premier niveau, c'est pas simple, mais on peut mettre en place un certain nombre de garde-fous. On a notamment mis en place des clauses dans nos contrats, des principes, ce qu'on appelle les principes fondamentaux dans les achats, qui rappellent un certain nombre d'exigences et qui exigent expressément de la part de notre fournisseur de décliner ces principes dans sa chaîne d'approvisionnement. Et vous vous doutez bien qu'on ne va pas pouvoir conduire des audits au-delà des 100, déjà les 100 000 fournisseurs, on ne peut pas conduire des audits, mais au-delà, c'est pas possible. Donc ça pose effectivement énormément de questions. Et alors justement, on arrive au sujet du cadre normatif qui est de plus en plus croissant aujourd'hui. On a vu effectivement cette loi sur le devoir de vigilance qui va poser énormément de questions et qui va demander une mise en œuvre extrêmement rapide si elle est adoptée. Il reste encore le passage devant le Sénat et puis une dernière lecture devant l'Assemblée nationale, mais si c'est fait avant le mois de février, qui sera la fin de la législature, cette loi sera applicable à partir de 2017. Et nous devrons communiquer, toutes les entreprises qui rentrent dans le cadre de cette loi, donc c'est une centaine d'entreprises à peu près, nous devrons communiquer à partir de 2018 sur l'exercice 2017 sur l'ensemble des mesures que nous aurons mis en œuvre, pas uniquement sur les droits de l'homme. Alors, la corruption a été sortie du fait de l'adoption de la loi Sapin 2, mais également sur les dommages corporels, sanitaires et environnementaux. Donc une année, c'est absolument pas suffisant pour mettre en place un programme, un plan de vigilance robuste et effectif.
Ça demande énormément de temps. Donc, au-delà de cette loi, on a le Modern Slavery Act qui doit concerner peut-être un certain nombre de vos filiales qui réalisent du business au UK pour plus de 36 millions de livres et qui vont devoir ou qui ont déjà dû publier un statement décrivant les mesures mises en œuvre dans la chaîne d'approvisionnement pour s'assurer qu'il n'y a pas de travail de modern slavery, c'est-à-dire du travail forcé, voire du travail des enfants dans la chaîne d'approvisionnement. Donc on travaille, nous, avec nos entités britanniques sur ce sujet, puisqu'elles vont devoir publier leur statement en juin. Une loi plus ancienne qui est dans le même état d'esprit que le Modern Slavery Act, c'est la loi californienne sur les chaînes d'approvisionnement. Et puis, la directive européenne sur le reporting non financier qui va également être transposée en France. Alors, on a déjà un petit peu de retard, mais pas beaucoup, de quelques jours, mais qui va être transposée très prochainement en France et qui va imposer la description dans le reporting de ce qui sera mis en œuvre en termes de politique et de mesures sur notamment les risques, la gestion des risques droits de l'homme. Il y a également énormément d'attentes de la part de la société civile. Donc là, j'ai mis les icônes d'Amnesty International et Human Rights Watch qui sont assez actifs sur ce sujet pour pousser les entreprises à agir. Et puis, on a également les agences de notation qui nous posent énormément de questions sur le sujet et qui donc font un peu un rating après des grands groupes sur la thématique CSR au sens large et en particulier droits de l'homme. Et puis, les banques ou les organismes de financement. Nous, on est notamment financé en partie par le fonds norvégien qui détient un certain nombre d'actifs dans le groupe et qui est très vigilant sur tous les sujets éthiques, pas du point de vue compliance, mais du point de vue vraiment éthique. Donc, violation de normes éthiques, parfois c'est un peu abstrait, peut justifier une exclusion et une exclusion qui entraîne une succession d'exclusions de la part d'autres fonds. Et puis les banques aujourd'hui regardent de très près quand elles financent les projets tous ces sujets droits de l'homme, notamment en application d'un certain nombre de principes et notamment les standards de performance de l'IFC, qui est la Société financière internationale. Voilà, donc beaucoup d'attentes. Alors concrètement, avant d'en venir sur la cartographie, voici le schéma synthétique d'une due diligence droits de l'homme qui finalement ressemble en beaucoup de points à ce qu'on peut conduire en matière d'anticorruption avec les différentes étapes. Déjà, l'évaluation des risques. Donc, comment est-ce que je vais évaluer? C'est là qu'on va se focaliser sur cette étape 1 de la cartographie des risques pour identifier et prioriser les risques. Le deuxième sujet, c'est comment j'intègre et j'agis, donc comment je préviens et j'atténue les risques que j'ai identifiés, donc les risques d'incidence négative de mes activités. Troisième étape, donc le suivi, donc comment est-ce que mes politiques fonctionnent, est-ce que je mets en place un suivi, notamment des audits, des mécanismes de recueil des plaintes pour identifier les risques ou les sujets qui n'auraient pas été identifiés en amont. Et la dernière étape, qui est la communication, c'est donc comment je rends compte de ce qui a été mis en œuvre de manière publique, que ce soit dans mon document de référence ou directement dans des échanges avec des organismes de la société civile, donc des ONG, mais également les parties prenantes directement impactées. Donc pour nous, on parle, dans nos activités chez Total, on parle beaucoup des communautés locales qui peuvent être impactées par nos activités. Et ce processus, il est issu de standards internationaux auxquels on se réfère, qui sont d'une part les principes directeurs de l'OCDE pour les multinationales, qui décrivent ces 4 étapes, et deuxièmement, les principes directeurs pour les Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, qui ont essayé de fixer un cadre assez précis sur les obligations des entreprises en matière de respect des droits de l'homme, puisque pendant longtemps, les entreprises ont considéré que c'était un sujet relatif à l'obligation des États. Alors, les États ont l'obligation de protéger les droits de l'homme, mais les entreprises, dans leurs activités, doivent les respecter. Et ce cadre des Nations Unies le précise bien et détaille ces 4 étapes, les principes directeurs de l'OCDE ayant été mis à jour post-2011 après l'adoption de ces principes. Donc, pour en revenir à l'étape 1 qui nous occupe aujourd'hui sur la cartographie des risques droits de l'homme, donc je vais redire un certain nombre de choses qui ont déjà été dites sur le fait, d'une part, que c'est un processus continu, puisque l'évolution du contexte, des activités nécessite une analyse permanente des risques que peut générer l'activité. Ensuite,
ça a déjà été dit aussi, mais une implication des différentes fonctions de l'entreprise. Alors évidemment les juristes, mais il faut savoir que sur les risques droits de l'homme aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises dans lesquelles ce sujet n'est pas géré par la direction juridique, mais par la direction de développement durable ou les affaires publiques. Personnellement, c'est pas parce que je suis juriste, mais je pense que ça a toute sa place dans une direction juridique, notamment du fait du renforcement du cadre et des synergies que l'analyse peut avoir avec les risques de conformité pure. Nous, on travaille énormément en synergie avec nos collègues en charge du programme de conformité anticorruption, mais également les sanctions internationales, la fraude, les données personnelles. Tous ces sujets ont un volet ou une composante droit de l'homme, donc on travaille vraiment de manière très très proche. Mais il faut également appliquer les achats. Quand on parle de droits de l'homme dans la supply chain, évidemment, les achats sont les premiers concernés et c'est eux qui sélectionnent les fournisseurs. Donc, comment on les aide à mettre en place des critères de sélection des fournisseurs intégrant ces sujets droits de l'homme. On le fait pour les sujets anticorruption. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas pour les sujets droits de l'homme. Les RH, donc les RH, ça concerne plus les conditions de travail de nos propres salariés, notamment toutes les problématiques de discrimination. Qui sont importantes, mais également de liberté syndicale. La sûreté, donc moi je travaille énormément avec la direction de la sûreté pour intégrer les risques droits de l'homme, puisque quand on met en place un dispositif de protection de nos installations dans des pays à risque, on peut être amené à signer des accords avec les forces gouvernementales pour protéger nos installations. Il ne s'agit pas qu'elles aillent tirer dans une foule de manifestants sans aucun respect de la liberté d'expression des populations. On travaille également avec des compagnies de sécurité privée. Donc on a mis en place un certain nombre de processus pour s'assurer que quand on sélectionne des compagnies de sécurité, les gardes sont formés à l'usage de la force proportionnée, des actions uniquement préventives. On travaille avec les activités, le sociétal, puisque c'est eux qui sont en lien avec les communautés riveraines de nos opérations. Donc on réalise notamment des études d'impact de nos activités, si possible en amont des projets, mais ce n'est pas toujours possible. Et puis évidemment avec les opérationnels. Et alors avec les juristes, on travaille en particulier avec les juristes en charge des M&A, puisque c'est... En fait, quand on acquiert une nouvelle activité, ils ont accès à énormément d'informations et c'est le moyen d'évaluer le risque de l'activité qu'on acquiert sur le comportement qu'elle a eu vis-à-vis de la gestion des risques droits de l'homme et de pouvoir mettre en place le plus en amont possible les processus de remédiation ou d'atténuation des risques si besoin. Donc on a notamment travaillé avec eux, rédigé un guide spécifiques pour les aider à gérer ces questions dans leur due diligence. Alors après, pour cartographier les risques et prendre en compte les sujets, on n'a pas un processus qui est extrêmement structuré, mais c'est différents canaux qui nous permettent d'identifier les risques. Donc déjà, il y a une veille qui se fait sur les sujets émergents. Aujourd'hui, on a un sujet émergent très fort pour les entreprises, et notamment les entreprises extractives, qui est l'impact du changement climatique sur les droits de l'homme. Voilà, donc Total est quand même concerné à ce titre-là. Il y a également des questions qui peuvent être posées par des parties prenantes externes ou internes à nos différents comités, que ce soit le comité d'éthique, puisqu'on a une ligne qui est ouverte à toute personne qui souhaite poser des questions. On a un comité droits de l'homme en interne qui réunit des opérationnels et des personnes des différentes fonctions que j'ai mentionnées précédemment, qui permet aussi d'identifier les signaux faibles qui peuvent nous remonter. Les retours d'expérience du terrain, quand on a des projets, on fait des retours d'expérience sur la manière dont ça aurait pu être mieux géré, quand il y a des sujets qui nous remontent, parce que généralement ça peut être dupliqué ailleurs. Et puis effectivement les retours des parties prenantes externes, donc on fait très attention notamment à tous les rapports d'ONG qui peuvent sortir, elles n'hésitent pas à nous envoyer leurs plaintes, également les communautés locales, et pour ça on a des mécanismes de recueil des plaintes. Un autre canal qui est extrêmement utile et intéressant, c'est les activités de peer learning avec d'autres entreprises, qu'elles soient du secteur ou d'autres secteurs. En fait, on apprend énormément des autres entreprises, on s'enrichit, donc on fait partie d'un certain nombre de clubs où on échange sur ces sujets-là. Alors c'est très intéressant, on échange avec les pétroliers, et globalement on a à peu près les mêmes risques. Mais avec les autres entreprises, nous on apprend énormément, par exemple, des entreprises de la grande distribution, qui sont bien plus avancées que les entreprises extractives comme Total sur la gestion des risques dans la supply chain. Nous, on est bien plus avancés sur la gestion des risques
liées à la sûreté, parce que du fait de la localisation des ressources naturelles, on ne peut pas choisir nécessairement les pays où on va. Donc on a mis en place des procédures robustes. Eux sont bien plus avancés, les Coca-Cola, Nestlé, Carrefour et autres, sur la gestion des risques dans la chaîne d'approvisionnement. Et donc on apprend énormément de leur part pour et identifier les risques et les gérer. Et puis il ne faut pas hésiter non plus à se faire appuyer par des experts. Alors on travaille avec le Danish Institute, mais aussi avec Shift, qui est une not-for-profit qui est basée à Harvard et qui est extrêmement compétente sur le sujet et qui nous aide à analyser les signaux faibles et à les faire remonter et à les intégrer dans notre cartographie des risques. Donc, pour évaluer et prioriser les risques, déjà, le premier point, c'est identifier les risques pour les personnes et non pas uniquement les risques pour l'entreprise elle-même. Et c'est en ça que l'approche est un petit peu différente. Pour prendre un exemple concret, je vais installer des activités dans un pays d'Afrique où j'ai besoin d'énormément d'espace et d'acquérir des terres. Le gouvernement me dit pas de problème, j'ai acquis ces terres, vous pouvez les utiliser et vous installer là. Sachant qu'il peut y avoir dans certains pays des populations nomades qui transitent par ces terres, qui font paître leurs troupeaux et qui n'ont pas de titre de propriété sur ces territoires. L'implantation de mon usine ou de mes activités d'exploration vont nécessairement avoir un impact sur ces populations qui ne vont plus pouvoir faire paître leurs bêtes et ça peut porter atteinte à leurs conditions de subsistance. Si je me focalise uniquement sur le risque pour l'entreprise, en fait, on le voit pas. Puisqu'on se dit, très bien, il n'y avait pas de titre de propriété, j'ai pas de problème en termes d'expropriation, je respecte, l'État m'a dit, pas de problème. Donc, je n'identifie pas le risque. Donc, il faut essayer de se décentrer et d'identifier vraiment les risques pour les personnes. Ensuite, une fois qu'on a identifié ces risques, évidemment, il y en a beaucoup. On ne peut pas tous les gérer de manière équivalente et il faut gérer en priorité les risques les plus importants. Et quand on dit les risques les plus importants, c'est ceux qui peuvent, les droits de l'homme qui peuvent être les plus négativement impactés dans nos opérations ou dans notre chaîne de valeur. C'est pour ça qu'on a les 3 petites icônes sur l'échelle, le périmètre et la remédiabilité. Quand il n'y a pas d'action de remédiabilité possible, par exemple quand il y a une atteinte à la vie de quelqu'un, c'est quelque chose qui doit être géré de manière prioritaire dans nos risques. Donc pour illustrer ça, Total a mis en place, sur la base de ce que je vous ai dit précédemment, pas mal de groupes de travail en interne pour cartographier ces risques. Et on a identifié 3 grandes thématiques qui sont les droits de l'homme au travail. Et là, ça peut être le cas pour toutes les entreprises. On est tous concernés par ce sujet-là. Les droits de l'homme et la sûreté. Et puis, l'impact de nos activités sur les communautés locales. Et pour affiner cette analyse, on a travaillé avec nos opérationnels, on a fait énormément d'interviews sur le terrain et puis des différentes fonctions au niveau du siège pour identifier des sujets saillants sur lesquels on met en place des mesures très robustes et sur lesquels on fait du reporting, puisqu'on ne fait pas du reporting sur tout, mais on reporte sur ces 6 grandes thématiques. Donc travail forcé, travail des enfants, les questions de discrimination, et notamment, on parle beaucoup de discrimination homme-femme, mais il se trouve que dans nos activités, on est présent dans un certain nombre de pays où, par exemple, l'homosexualité est pénalisée et donc peut mettre à risque nos collaborateurs, qu'ils soient locaux ou si on les envoie en expatriation, Nigeria, Ouganda, Russie, Angola, par exemple. Et puis les conditions de travail, donc à la fois de nos salariés, mais également des salariés dans notre chaîne d'approvisionnement. Et c'est là où c'est assez compliqué. Concernant les communautés, donc, on a un impact très fort sur l'accès à la terre, puisqu'on a des activités qui ont une forte emprise sur le territoire, et puis les conditions de standards adéquates, notamment l'accès à l'eau potable, c'est la gestion de toutes nos nuisances. Par exemple, quand on construit, il y a énormément de poussière qui peut se déposer sur des arbres fruitiers, sur les fleurs, ça peut empêcher le développement des fruits ou les abeilles qui butinent. Et on a des tas d'apiculteurs, par exemple au Yémen, qui ont dit qu'à cause de la poussière qu'on avait générée lors de la construction d'un pipeline, ils n'avaient plus de moyens de subsistance puisque les abeilles ne pouvaient plus butiner et donc ils ne pouvaient plus produire de miel. Donc c'est vraiment ce sujet-là. Et puis sur la sûreté, c'est le risque d'usage disproportionné et non adapté de la force par les prestataires de sécurité privée ou les forces de sécurité gouvernementales qui protègent et nos installations et nos collaborateurs.
Donc tous ces risques sont en fait identifiés et on a publié en juillet dernier un petit guide en français et en anglais qui présente à la fois les risques et les mesures mises en place, ainsi que les challenges, parce qu'on ne prétend pas être irréprochable et gérer de manière parfaite tous ces risques. Donc j'ai apporté quelques exemplaires, vous pourrez les prendre, sinon le document est accessible librement en ligne sur notre site internet. Voilà, donc pour finir, grand rappel, c'est déjà aller au-delà d'une simple analyse de compliance, notamment vis-à-vis de la loi locale. Je pense que la plupart des groupes, des grands groupes en tout cas, s'engagent sur des standards internationaux. Ils vont souvent au-delà des principes qui sont dans la loi locale. Évaluer, alors là c'est pour revenir sur la solution du cas pratique, mais évaluer le risque que générait l'arrêt d'une relation commerciale. Parfois, ça a un effet plus pervers et plus néfaste sur les droits de l'homme que la continuation de la relation si le fournisseur, évidemment, si le fournisseur ou le prestataire est dans une démarche de bonne foi et accepte de progresser. Mais il faut qu'on l'aide pour ça. C'est un sujet qui concerne tous, pas uniquement les juristes, mais vraiment tout le monde au sein de l'entreprise, avec, je pense, une coordination au sein de la direction juridique qui peut avoir ses avantages et qui peut être clé. Et puis surtout, démystifier le sujet, parce que c'est vrai que quand on parle de droits de l'homme dans l'entreprise, parfois ça semble un peu stratosphérique, pas très concret. Clairement, nous, quand on va parler de la durée, par exemple, du travail, et qu'on voit que dans notre chaîne d'approvisionnement ou sur nos opérations, certaines personnes peuvent être amenées à travailler 7 jours sur 7, notamment dans les stations-service qui ne sont pas gérées directement par nous. On leur explique que certes, il y a un problème droit de l'homme, mais il y a aussi un problème HSE, parce qu'en termes de risque HSE pour les activités, quelqu'un qui travaille 7 jours sur 7 avec des horaires de travail extrêmement larges n'est plus aussi alerte sur les règles de sécurité. Et ça, c'est un sujet qui est clé pour nous. C'est une de nos priorités, les règles HSE. Donc, c'est une manière d'approcher le sujet. Donc, on essaye vraiment de démystifier, de rendre très concret le sujet pour nos collègues en interne. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Non, moi je voulais juste dire que j'ai aussi dans des grands groupes, un dernier grand groupe international dans lequel j'ai travaillé, Lafarge pour pas le nommer, ce sont des sujets effectivement qui nous ont à la fois beaucoup occupés, mais qu'on n'a jamais réussi à bien cerner. Enfin, je le dis franchement, parce que c'est une démarche tellement englobante, les sujets de droits de l'homme. Que dire que c'est de la compliance. La compliance, la définition, c'est finalement, effectivement, le risque de sanction, le risque de violation de réglementations établies et de lois établies, et puis le risque de réputation. Alors effectivement, on est dans la compliance au moins par le risque de réputation. Les réglementations bien établies, les guidelines divers et variés de l'OCDE, et pour ne pas citer toutes les ONG que vous avez mentionnées, c'est encore de la soft law. Alors c'est vrai que beaucoup de gens disent maintenant avec devoir de vigilance, attention, c'est de la hard law, donc on est vraiment dans la compliance, donc maintenant c'est différent. Moi je pense qu'il y a encore des débats à avoir autour de ça, mais je dois dire que c'est vraiment un sujet, autant la lutte anti-blanchiment, autant la corruption, autant on sait ce que c'est, on sait, on fait des cartos tels que présentés de main de maître par Cédric et par François, autant là, les droits de l'homme, c'est quand même un sujet qui est beaucoup plus ténu, je dirais. Et quand vous lisez là, à quoi vous vous référez, la déclaration, Lafarge était membre notamment de EDH, Entreprises et droits de l'homme. C'est vrai que c'est assez difficile, quand vous référez à la déclaration des droits de l'homme, effectivement, puis c'est quand même finalement la base. C'est quand même souvent très ténu. Alors, ça va se référer aux conventions OIT, etc. Mais enfin, vous êtes dans un sujet qui est très difficile à matérialiser, in fine. Donc, vous le faites très bien chez Total. Je pense que vous êtes certainement très en pointe sur le sujet. Je pense qu'il y a peu de groupes, à mon avis, qui ont le niveau de maturité et les ressources sur ces sujets. Mais en revanche, je pense que vous êtes précurseur parce que je crois qu'on ne peut pas nier le fait que l'impact
sur les droits de l'homme de l'activité des entreprises multinationales est un sujet qui va être de plus en plus prégnant. Mais la seule chose que je voudrais rajouter à ça, c'est que on mentionne beaucoup les ONG. Nous, on avait un stakeholder panel, effectivement, avec la société civile, des gens tous remarquables à tout point de vue, très honorables, et voilà. Mais il faut voir aussi qu'il y a certaines ONG qui ont des agendas cachés, voilà, juste pour le dire comme ça. Donc c'est assez difficile quand vous êtes avec un régulateur, vous êtes avec le régulateur bancaire ou vous êtes demain avec l'autorité de la corruption, voilà. Vous savez à qui vous parlez. La transparence des ONG, elle n'est pas toujours établie. Je ne dis pas de mal des ONG, je suis moi-même membre de Transparence Internationale à titre personnel, mais il y a certaines ONG que je sens très bien et d'autres, quelle est leur motivation, quel est leur agenda. Et mon dernier mot, c'est aussi qu'il y a des liens entre les droits humains et la corruption. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'ONG dans un certain nombre de pays qui, pour faire taire les multinationales et s'assurer qu'effectivement, finalement, la multinationale plus exactement, la société va préférer accepter de céder à un certain nombre de demandes pressantes de la part de certaines ONG dans certains pays, plutôt que de continuer à avoir des allégations dans la presse. Et ça aussi, c'est un sujet, en fait, puisqu'on est là pour mettre tous les sujets sur la table, puisqu'on est entre nous. Hein, donc voilà. Je suis tout à fait d'accord. Effectivement, avec tout ce que vous avez dit, il y a énormément de liens entre la corruption et les droits de l'homme. Par exemple, quand on obtient un permis, un blanc-seing, un rescrit, disant qu'on a bien dépollué un site sur lequel on opérait avant et qu'en fait ça n'a pas été le cas et qu'il a été obtenu via de la corruption, in fine, le terrain pollué où des populations peuvent s'implanter a des impacts droits de l'homme. Et inversement, quand on est dans une société où la liberté d'expression n'est pas respectée, il est difficile de combattre la corruption. Donc les sujets sont intimement liés et c'est pour ça que nous travaillons sous la responsabilité, en fait, nous sommes dans la direction du Chief Compliance Officer du groupe, même si, encore une fois, comme vous l'avez bien dit, on n'a pas tout à fait la même approche puisque ce n'est pas un sujet de compliance pur. Et pour revenir sur votre point sur les ONG, effectivement, c'est extrêmement difficile, mais néanmoins nécessaire de dialoguer avec les ONG, sachant qu'effectivement, elles ont un agenda qui peut être un agenda caché, qu'il faut connaître. Et donc, on a chez nous quelqu'un qui est en charge des relations avec les ONG. On a une cartographie, on fait aussi une cartographie des ONG pour connaître leur agenda, quelles sont leurs priorités, pourquoi elles agissent d'une telle ou telle manière. Quand on a vu à chaque fois qu'il y a eu un round de discussion devant l'Assemblée ou le Sénat sur la loi devoir de vigilance, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a toujours eu un cas relatif à un grand groupe et un sujet de droits de l'homme dans la supply chain qui est sorti. Notamment Lafarge, mais pas que. Vinci, on a fait les frais. Et je ne pense pas que ce soit les groupes qui soient les pires sur ces sujets, mais en tout cas, c'était extrêmement visible et ils avaient gardé en réserve ces sujets-là. Et en tout cas, il faut une communication probablement meilleure parfois que les entreprises sur ces sujets-là. Donc, effectivement, il faut se méfier. Néanmoins, alors moi, je fais la différence entre les ONG qui sont advocacy, qui sont là effectivement au niveau international pour porter un message qui n'est pas toujours très concret et cohérent par rapport aux réalités du terrain. Et on travaille beaucoup avec des ONG locales qui, elles, sont des ONG de développement et qui nous aident à construire des plans d'action en local. Les deux sont indispensables. Les deux ont leur rôle à jouer, mais effectivement, il faut les connaître et on ne peut pas discuter avec elles sans les connaître parce que les intentions ne sont pas toujours celles qui sont effectivement affichées. Et pour clore, je voulais juste faire référence à deux guides qui peuvent vous être utiles et dont on vous enverra les références. Le premier, c'est le guide de l'IBA qui a été publié en mai dernier pour les avocats pour comprendre comment prendre en compte la gestion des risques droits de l'homme dans les activités et notamment dans les activités de conseil, alors des avocats mais aussi des juristes vis-à-vis des opérations. Et puis un deuxième guide qui est sorti avant-hier, qui est un guide édité par Shift et Oxfam, ou une ONG. Alors on a des relations qui sont plus ou moins variables, mais en tout cas qui a le mérite d'exister. Et un guide très intéressant qui s'appelle Doing Business with Respect for Human Rights, qui présente des exemples extrêmement concrets de ce qu'on peut mettre en œuvre. Alors,
Après, chaque entreprise met en œuvre son programme en fonction de ses risques, en fonction de son activité. Et autant un groupe comme Total est en pointe parce qu'il y a des risques extrêmement importants et parce qu'on a été confronté à des sujets, malheureusement, heureusement, on a su tirer parti de cas, et notamment du cas relatif à la Birmanie, où on a quand même été victime de graves accusations. Il y a des groupes qui sont effectivement beaucoup moins exposés et qui auront un programme de gestion des risques droits de l'homme qui sera beaucoup plus léger. Voilà. Je crois qu'il y avait une petite question, mais une demi, parce qu'on est en train de glisser. Moi, j'avais, si c'est possible, une question très concrète. Au-delà de la sensibilisation, quand un cas est remonté, comment se fait la prise de décision ? Puisque, en définitive, dès qu'on parle d'éthique, on parle de dilemme. Et il n'y a pas de réponse absolue. Comment vous gérez chez Total la prise de décision sur ces sujets-là ? Alors effectivement, c'est du cas par cas. C'est généralement un élément du débat, le sujet droits de l'homme. Quand il y a un risque de droits de l'homme, en fait, on se rend compte qu'il y a d'autres risques éthiques ou même des risques opérationnels. Et le fait est qu'on a eu un cas assez récemment, il y a 1 an, en Bolivie, où on devait installer une torche onshore pour du gaz sur un territoire qui était propriété des Indiens Guarani. Et lors des opérations de construction, des ossements humains et des artefacts ont été mis à jour. En fait, ils ont été mis de côté. Et donc les Indiens ont dit attendez, c'est inadmissible, vous devez tout de suite les réenterrer et changer l'installation et le design de votre installation. Ça a été compliqué avec les ingénieurs de leur faire comprendre qu'il fallait changer le design pour des raisons d'ossements et d'artefacts. Néanmoins, ils se sont rendus compte que les populations bloquaient les travaux et que donc ça leur coûtait extrêmement cher. Et donc ça a été réglé un peu comme ça en prenant effectivement l'aspect éthique pur, mais également l'impact opérationnel sur les opérations. Donc c'est toujours une décision qui est prise par différentes entités. Et là, il y avait notamment le directeur de la BU qui était impliqué et qui a pu prendre la décision. Mais il n'y a jamais de solution noire ou blanche. On est toujours dans des zones grises et c'est ce qui rend compliqué et en même temps passionnant de travailler sur ces sujets. Plusieurs groupes de travail qui avaient travaillé ensemble. Alors, je mets ça en rapport avec la présentation qui a été faite précédemment par Cédric Duchâtel, où on a l'impression que tout ça a été extrêmement organisé. Il y a une équipe de 10 personnes, on identifie les textes. Il y a un maillage qui est absolument impeccable et qui permet d'avoir une cartographie précise. Là, on a l'impression que c'est plus flou. Et je dois dire, je me demande comment vous faites en pratique, qui dirige finalement, qui est le patron et quels sont les liens, les reporting lines et qui décide au bout du compte finalement. L'exemple est très bon en Bolivie. On a un site qui pose problème. On a l'impression que finalement ça s'est résolu de soi-même par des considérations économiques parce que ça coûtait plus cher le retard des travaux que de contourner les travaux. Mais est-ce que quelqu'un aurait pu prendre une décision ? En termes d'organisation, comment ça se passe ? Alors, chez nous, de manière générale, le juriste conseille, alerte sur les risques et ne prend pas la décision qui appartient à l'opérationnel, quel que soit le sujet, que ce soit sur les droits de l'homme ou d'autres sujets, sauf si on alerte. Après, sur les risques effectivement ultra compliance, il y a quand même une ligne rouge qui est tout indiquée. C'est plutôt une discussion pour envisager différentes solutions, sensibiliser les opérationnels qui travaillent sur le sujet. Et alors, ça monte au plus haut niveau. Là, le sujet de la Bolivie est quand même remonté au niveau du CEO de Total, qui, in fine, a demandé à ce que ça soit déplacé. Donc, il y a eu une décision prise de cette manière-là. Mais heureusement, tous les sujets ne lui remontent pas, puisqu'il n'a pas non plus que ça à regarder.
Mais on n'a pas aujourd'hui dans notre organisation une reporting line ou pour prendre des décisions, quelque chose d'extrêmement structuré. C'est vraiment en fonction des activités. En plus, nos différentes branches d'activité sont organisées de manière complètement différente. Donc, c'est pas toujours évident d'imposer des choses identiques dans toutes nos activités. Et on essaye, dans la mesure du possible, sur les risques droits de l'homme, de travailler le plus localement possible, parce que c'est le plus localement possible qu'on peut trouver les solutions les plus adaptées. Toujours, effectivement, avec le soutien du siège, si besoin. Les apiculteurs, c'est au Yémen que ça se règle. Oui. C'est au Yémen avec le support, effectivement, des équipes qui peuvent être au siège. Les équipes droits de l'homme, en fait, ne sont qu'au siège et c'est centralisé pour notamment s'assurer de la cohérence et de nos approches. Mais effectivement, c'est sur le terrain qu'il y a eu des discussions avec les apiculteurs et qu'il y a eu des installations enfin, voilà, c'est des choses qui sont parfois pas très compliquées, mais auxquelles il faut penser.